Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre participation à cette session des jeudis de la paye à mardi. Je suis Émilie Gailloux pour le Customer Care CJ QuadraPay. Pouvez-vous, s'il vous plaît, m'indiquer si vous m'entendez correctement et si vous voyez bien mon écran pour démarrer dans des bonnes conditions? Merci d'avance pour vos retours. Donc aujourd'hui, effectivement, notre session est un mardi. Voilà, donc on s'en excuse, c'est qu'une question de planning. Objectif, des jeudis de la paye, répondre à vos questions sur les questions que vous nous posez le plus en ce moment. Donc à partir des questions utilisateurs que vous pouvez nous envoyer, au niveau du customer care, j'ai essayé de regrouper toutes les questions pour lesquelles, voilà, vous nous sollicitez le plus en ce moment. Donc c'est vraiment l'idée, vous faire gagner du temps, vous faire gagner en autonomie, vous donner les bonnes pratiques et voilà et surtout, peut-être vous faire gagner du temps, par rapport à une demande qui peut être en attente. Super, merci. Donc vous m'entendez, vous voyez bien mon écran, tout va bien. Le jeudi de la paie, je vous invite à, annuler vos demandes. Si, lors de cette session, je réponds à une de vos questions pour laquelle vous avez déjà créé un ticket. Si, vous pouvez aller l'annuler, nous mettre un petit message en disant, «Répondu en jeudi de la paie» ou l'annuler tout court, pas de souci. Voilà, ça évite que les collaborateurs au niveau du customer care, reviennent vers vous alors que vous avez déjà eu votre réponse. OK? Voilà, donc ça, c'était pour la petite mise en place. À l'issue de cette session, vous recevez une enquête de satisfaction. Je vous invite à y répondre, notamment sur vos suggestions de sujets, en sachant que sur le mois de juillet, vous allez recevoir une newsletter, c'est un petit peu particulière d'ici la fin de la semaine, début de semaine prochaine, dans lequel on va vous convier à pas mal de web assistance sur le mois de juillet. Donc vous aurez un planning, qui est déjà établi, mais n'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions. Alors, on va commencer doucement parce que je sais que vous êtes très nombreux à être inscrits, et il va y avoir certainement des retardataires. Donc je vais vous montrer dans la base de connaissances, comment visualiser simplement tous les derniers articles de la base de connaissances et je vais vous montrer où récupérer le support, de cette web assistance, de cette, session des jeudis de la paye. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Parce que j'ai plusieurs retours négatifs en ce sens. Est-ce que vous pouvez me confirmer s'il vous plaît? Voilà, pour qu'on démarre tous, ensemble, avec le même affichage. On va voir si c'est isolé. OK, donc comment on va, voir les derniers articles de la base de connaissances, les dernières publications, ce qui a été mis en place, ce qui a été, mis en avant, voilà, depuis le dernier affichage de CJ Life, super, écoutez, vous me voyez, vous m'entendez. Ça doit être isolé. On va les faire reconnecter, pas de souci. Alors, on va se rendre sur, CJ Life qui est ici. Donc bien sûr, vous vous connectez à votre espace CJ Life. Et on connaît tous cet accès Ma base de connaissances pour aller récupérer un article, pour aller, voilà, faire une petite recherche. Donc par exemple, notre support du jour, il est là, CJ de QuadraPay, replay les jeudis de la paye. C'est le numéro d'article KB 00 37 369. KB 00 37 369 pour récupérer le support, si vous le souhaitez, de cette présentation. Il est sur la partie droite. Voilà, une fois que vous êtes là, vous avez fait votre recherche, OK, mais je ne sais pas si vous avez vu, quand vous cliquez ici sur Accueil, vous avez un nouvel affichage. Ça n'existait pas avant, en tout cas les widgets n'étaient pas présentés de cette façon-là. Le plus long, c'est le chargement, vous allez voir, voilà. Trouver les réponses à vos questions, donc ça, c'est le dernière interface, qui a été mis en place, sur lequel vous allez sur la partie droite pouvoir poser vos questions et cetera. Mais au niveau de la base de connaissances est mis en avant, pour que vous puissiez trouver, des informations. Sur la partie droite, ici, vous retrouvez les informations recommandées en ce moment. Donc c'est ici où nous, on va vous mettre en avant certains articles. Donc bien sûr, vous ne verrez que les articles qui sont ceux de vos produits. Moi, je vois l'intégralité des produits Cégide. Vous, vous ne verrez que ce qui concerne Quadra, si vous n'avez que Quadra, hein, pas d'inquiétude. Donc ici, vous voyez, je vous ai mis le support des replays
directement en recommandé en ce moment pour qu'il soit facile d'accès pour vous. On va avoir les articles les mieux notés. Donc, c'est les articles où vous savez, quand vous rentrez sur un article, vous avez la possibilité, vous, de lui mettre des petites étoiles. Savoir si il est très bien, enfin, s'il est très bien, s'il y a des choses à faire changer, s'il y a des choses à faire évoluer, si ça ne va pas. Vous avez aussi un champ pour nous informer de vos retours. Donc, n'hésitez pas à noter nos articles. L'idée, c'est vraiment d'avoir un feedback de votre côté. Les nouveaux articles, donc c'est les articles qui viennent d'être créés. Et après, vous avez les articles les plus consultés. On a mis également en avant les replays de Web Assistance pour qu'ils soient faciles d'accès pour vous. D'accord? Voilà. Donc ça, c'était comment trouver facilement les derniers articles, les articles les mieux notés, ce qu'on vous préconise en ce moment au niveau de la lecture. OK? Voilà. Allez, super. Donc ça fonctionne pour tout le monde. On démarre dans des bonnes conditions. OK pour cette petite intro, donc je me répète, le support des replays de la Play, c'est le KB 0037 369. KB 0037 369, pour ceux qui n'étaient pas là. Aujourd'hui, nous allons aborder 4 sujets complets et je vous ferai un petit avant-goût de ce qui va se passer sur la prochaine mise à jour. Donc, un premier sujet qui est totalement d'actualité sur les DSN du mois dernier, il y a eu une problématique au niveau des apprentis qui dépassaient les 79% de rémunération. Donc, c'est-à-dire les apprentis qui déclaraient des bases non exo. Et donc, la remontée au niveau du TOAT n'était pas correcte et vous avez très certainement reçu des courriers de l'URSSAF. La mise à jour a été livrée, mais vous n'avez pas forcément tous pu envoyer des annulaires en place. Donc, je vais vous montrer comment régulariser. On verra aussi un petit sujet sur la MSA. La MSA qui nous a alertés sur l'utilisation du mauvais TOAT, des mauvais codes de TOAT sur le code bureau notamment. Donc je vais vous montrer quoi vérifier. On va voir ou revoir ensemble comment installer l'appliqué DSN. Un sujet qui est peut-être pas forcément d'actualité en ce moment, mais c'est important de l'avoir mis en place. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vais vous montrer comment faire. Comment regrouper les libellés utilisateurs sur le bulletin clarifié? En ce moment, nous avons pas mal de demandes à ce niveau-là, donc je me suis dit qu'une petite piqûre de rappel serait intéressante. Et à la fin, on verra ce qui arrive dans la mise à jour et une ou deux petites questions que vous nous posez beaucoup, qui a pas forcément une saisonnalité au niveau du logiciel. OK? S'il y a des questions, vous n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure. Je vois qu'il y en a déjà quelques-unes et pas des toutes petites, donc on y reviendra à la fin, hein, voilà. Donc notre premier point, comment régulariser le CTP 100 pour les apprentis dépassant 79% du SMIC suite à la problématique du mois de mai. L'intro est longue, le sujet est long, mais c'est pas compliqué à mettre en œuvre. Donc, je vous replace au niveau du contexte. Vous avez des apprentis, ils dépassent les 79% du SMIC, de rémunération au niveau du SMIC, et donc ils déclenchent sur leur bulletin de paye les libellés EW01, EW03, qui sont des bases non exo, donc sur lesquelles ils cotisent. D'accord? Au niveau de la DSN, ces bases non exo doivent imputer la ligne 100. Donc je vais vous montrer sur un dossier après, hein, pas de souci. Mais en fait, ces deux lignes-là doivent se regrouper. Ça n'a pas été le cas lors de la précédente DSN. Depuis, le module de DSN a une mise à jour corrective, donc il n'y aura plus la même problématique, ça ne se reportera pas. Mais là, si vous n'avez pas, vous, soit envoyé une annulaire en place après la livraison de la mise à jour, soit on était hors échéance parce que vous aviez une échéance au 5 et donc vous ne pouviez pas attendre, ou vous ne pouviez pas faire un envoi d'annulaire en place. Certains d'entre vous, on l'a vu, sont allés dans les cotisations agrégées, ont modifié les choses manuellement. Mais beaucoup d'entre vous ont reçu les courriers et aujourd'hui se retrouvent à devoir régulariser. D'accord? Donc on va regarder ensemble rapidement sur un dossier comment faire. Hop, il me faut QuadraPay qui est ici. Donc je suis sur un dossier avec beaucoup de salariés. J'ai deux apprentis qui dépassent les 79%. Enfin là. Et vous voyez, j'ai mon libellé EW01, EWO3, pardon, O et O1, O3 qui se sont déclenchés. Ça, c'est le constat en saisie de bulletin.
D'accord. Quand je vais dans ma DSN, alors où va s'ouvrir mon module? Il s'ouvre de l'autre côté, le temps qu'il s'ouvre, je vous le mets sous les yeux. Quand on se met dans la DSN, là, je fais un double clic sur la ligne qui est déjà générée et je vais dans établissement. Hop, je vous le mets à l'écran, hein. Dans un petit instant, voilà, le temps de récupérer ma fenêtre. Ici. Donc, dans mes cotisations agrégées, je me retrouve avec ici 2 lignes en 100, qualifiant de 920, donc déplafonnées, pour un taux 0,75, 0,75 étant le taux AT du dossier. D'accord? En DSN, vous ne pouvez pas avoir 2 lignes pour le même code de cotisation, le même qualifiant, le même taux. Ces 2 lignes-là devraient être regroupées. D'accord? Alors moi, j'ai le dossier, là, il est présent sur mai, volontairement. Vous, si vous avez déjà surjoint, vous n'accédez plus à cet affichage-là. Ce que vous pouvez faire, c'est ici, vous allez dans versement et normalement, vous les éditez au fur et à mesure et en fait, sur votre justificatif de versement, alors je l'ai un petit peu triché avant, voilà. Vous avez ça qui apparaît et vous voyez, il y avait bien les 2 lignes. L'intérêt d'avoir votre justificatif de versement comme ça sous les yeux, OK, c'est que, vous voyez vos bases, hein, les 2 bases, qu'il faut qu'on regroupe et notre taux qui nous embête. OK? Ça, je le mets de côté, vous allez voir, on s'en resserre dans quelques instants. Donc on change de dossier, mais pas vraiment. C'est le même, mais en juin. D'accord? J'ai clôturé la période, j'ai fait des bulletins pour que ce soit plus simple, pour vous et moi. Et là, je retourne dans ma DSN. S'il y a des questions, vous m'arrêtez, hein. Normalement, vous êtes pas mal à être concernés par ça. Le module s'ouvre. Hop, il est là. Donc ma DSN est générée, j'ai des anomalies bloquantes parce qu'effectivement, j'ai mis un mauvais siret, enfin voilà, il y a pas mal de choses qui ne vont pas. Ce siret-là n'existe pas, mais c'est pas bloquant pour aujourd'hui. Donc ma DSN là est, générée. Au niveau, de mon versement organisme, j'ai différentes informations qui sont là, d'accord? J'ai mes paiements et là, j'ai mon bordereau de cotisation, pour mon URSSAF. OK? Voilà. Donc on va aller pour faire notre régularisation, nos cotisations individuelles étaient justes. Donc là, on a vraiment à intervenir qu'au niveau de nos cotisations agrégées. OK? Données complémentaires, cotisations agrégées. Il y a une question qui vient de m'interpeller, je vous réponds après. Il y a eu plusieurs problématiques avec plusieurs cas URSSAF, d'accord? Là, on n'est pas sur le cas où l'URSSAF, a, lui-même fait les corrections. Là, on est dans le cas où les apprentis dépassaient les 79 de rémunération et donc il y avait une remontée qui n'était pas correcte. Donc je parle des DSN que vous avez envoyés, en mai, d'accord? À échéance du 5 ou du 15 juin. La problématique où l'URSSAF a fait toute seule les régularisations, c'était le mois d'avant où ça concernait pas, exclusivement les apprentis qui dépassaient les 79 de rémunération. Ça concernait tous les salariés qui avaient un taux AT spécifique. On parlera donc des apprentis au sens large, des mandataires sociaux, des formateurs occasionnels. Là, je suis dans un cas qui n'est pas corrigé par l'URSSAF. On est vraiment dans la problématique des apprentis dépassant les 79 de rémunération au niveau du SMIC. Je ne sais pas si ça répond à votre question, vous n'hésitez pas. Donc là, je vais dans mes cotisations agrégées. Je viens de valider à tort mon mois de juin, c'est pas ce que je voulais. Donc ici, je vais sur ma période de mai, parce que c'est ma période de mai, hein, que je dois régulariser. Je valide. Ici, j'ai mon bordereau qui est vide. OK, jusque-là, c'est pas compliqué. Je fais entrer. Entrée, je fais F4 dans le code et le CTP que je dois corriger, c'est le 100. Donc moi, je fais pas défiler toute la liste, je gagne un petit peu de temps comme ça. Je tape mon code abrégé et c'est mon 100D. D'accord? Ça me met un intitulé. Là, il faut que je renseigne tout moi manuellement. Ça me demande un montant d'assiette. Le montant d'assiette qui n'allait pas,
en fait, si je reprends ici mon bloc, ce montant d'assiette, c'est le 367. Ce 367, c'est la base qui était non exo, d'accord, mais qui est déjà inclus dans les 88 100 pour les autres libellés. D'accord. Donc en fait, il faut que j'annule ce 367 avec ce taux différentiel. Donc ici, je viens récupérer ma base, 367. Tac. Mon taux, là, j'ai pas un taux spécifique. Mon taux salarial, je le mets à 0. Je le laisse à 0. Et au niveau de mon taux patronal, donc là, je prends volontairement mon justificatif de versement pour que ce soit plus parlant pour tout le monde. Je viens prendre les 13,40 qui correspondent à cette ligne-là. Là, si j'arrive à... Voilà. Moins les 1,90. Donc en fait, je dis à l'URSSAF que j'enlève ça. En fait, cette base-là, elle était à 11,50. D'accord? Je vous ai mis sur le support, il y a toutes les captures écran avec exactement ce cas-là. Donc là, je fais ma régularisation. OK? Je sauvegarde. Je ferme. Donc ça corrige l'écart que vous avez pu avoir avec votre URSSAF. Au niveau du courrier, ça vous a dit, il y a un écart entre les données individuelles et les cotisations agrégées. Donc de régulariser de cette façon-là, ça vous permet, voilà. Donc vous prenez vos taux, votre patronal complet, donc là moi c'était 13,40, moins mon taux patronal 1,90. Ici, j'ouvre. Et dans mes établissements, bordereau des cotisations, vous voyez, là, j'ai mon URSSAF du mois. OK. Donc ça, c'est mes bulletins du mois de juin. Et là, j'ai ma régularisation pour mon mois de mai, rattaché à mon mois de mai, pour l'assiette 367 pour un montant de 42. OK. Est-ce que vous avez des questions? La correction de la DSN de mai doit être faite à partir de la DSN de juin. Là, alors, si vous avez reçu des courriers de notification de l'URSSAF vous indiquant pour vos apprentis dépassant 79 du SMIC, au niveau de la rémunération, effectivement, vous pouvez faire votre régularisation au plus tôt. Comme ça, c'est réglé, vous en parlez plus derrière. D'accord? Maintenant, vérifiez que vous étiez bien dans ce cas-là. Nous, la mise à jour corrective, je vous ai mis la date. C'est pas le bon titre, mais tout va bien. La mise à jour corrective a été livrée le 7 juin. Donc si vous avez généré ou régénéré vos DSN après cette date, ou si vous avez fait des DSN après complètement, vous n'avez pas la problématique. Ce qui répond à la question, pour des bulletins établis le 5 juin, mais une DSN déposée le 13, la problématique ne s'est pas posée à juste titre. Je suppose qu'en ayant fait les bulletins le 5 juin et que vous l'avez déposé le 13, vous avez dû la régénérer entre le 5 et le 13, donc très certainement après la mise à jour. À vérifier quand même, vous allez simplement voir dans votre justificatif de versement si vous n'avez pas 2 lignes sans qualifiant 920 avec des assiettes et un taux patronal qui soit différent. Vérifier de cette façon-là, je pense que c'est le plus rapide. Et en plus, les justificatifs de versement, d'après ce que j'ai vu, vous les archivez au fur et à mesure, donc pas de souci, hein, ou vous les envoyez par mail, donc vous les avez stockés quelque part. OK? Donc ça, c'était notre premier point. On part vraiment sur des points qui sont spécifiques, qui répondent à des questions. On est en train de travailler avec notre service développement sur, des procédures par rapport à d'autres problématiques qu'on a pu rencontrer en début d'année. Donc si je fais appel à ma mémoire, on avait une problématique sur le complément maladie où il y avait une régularisation, mais la base était remontée à tort en positif dans le bloc 81. Donc on est en train de vous proposer une procédure. Il y avait une question d'AF et il y avait, la dernière je l'aurais plus, du FNAL, il me semble, pour des apprentis ou quelque chose comme ça. Donc on est en train de rédiger des procédures. On va vous les mettre à disposition dans la base de connaissances le plus tôt possible. Sur cet exemple-là, hein, simplement. Donc comme cet exemple qu'on vient de voir, qui est déjà disponible dans la KB numéro 0037 320 T1, vous aurez la même chose reproduit sur les autres problématiques depuis le début d'année.
Je ne sais pas si ça répond à toutes vos questions, mais normalement, ça va le faire. OK. On est bon. Deuxième question, on y revient après, les questions pour lesquelles j'ai pas pris le temps de répondre. Deuxième sujet, quelles sont les vérifications à réaliser pour le taux AT dans le domaine agricole MSA? Vous allez vous dire: «Mais pourquoi un tel sujet en jeudi de la paye?» Parce qu'on a eu des retours de la MSA qui nous signalent qu'il y a des erreurs dans les DSN que vous envoyez et s'ils sont revenus vers nous, ça veut dire que c'est pas, comment dire? Ça concerne pas qu'1 ou 2 petites personnes. OK? Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, je vais vous montrer quoi vérifier. Alors effectivement, c'est spécifique à la MSA, mais comment vérifier le taux AT qui remonte? Comment vérifier quel est le code AT qui remonte en DSN et qui est pris en compte sur le bulletin? Ça concerne ça concerne également, des dossiers qui vont être des dossiers au cas URSSAF, cas général. Donc là, effectivement, on va axer un petit peu sur un dossier, MSA, mais ça peut être généralisé, au sens commun. Donc, hop, donc je suis sur un dossier MSA, vous avez peut-être déjà vu en web assistance et en fait, quand on est en DSN sur de la MSA, on trouve les informations dans le bloc cotisation individuelle. Vous allez voir, je vais vous montrer où ça se passe. Allez. Donc je suis sur une DSN générée qui a des anomalies bloquantes également. Mais on ne va pas l'envoyer. Donc on va aller dans individu, on sélectionne notre salarié, contrat et info contrat. Dans info contrat, alors si vous ne voyez pas les rubriques DSN chez vous, utilisez les lignes CTRL-I. CTRL-I pour faire apparaître ou disparaître les lignes. D'accord? Enfin les rubriques S21, G00, 40, etc. Donc, on descend et ici on retrouve S21, G00, 40, 040, code risque accident du travail. Là, ça doit vous sauter aux yeux, j'ai du RA 110B. B qui veut dire bureau, d'accord? Et j'ai un taux de cotisation accident du travail à 1,15. Il faut savoir que la MSA a un taux spécifique pour les personnels de bureau, qui est donc ce 1,15 et a un taux spécifique pour les apprentis. Je ne l'ai plus en tête, on y revient après, d'accord? Donc ce qui veut dire qu'ici, j'ai un code risque AT avec la lettre B, j'ai un taux de cotisation qui correspond à mes employés de bureau, mais est-ce que le métier de cette personne correspond à réellement un employé de bureau? D'accord? Ici, mon code de statut catégoriel, c'est 04, non cadre. Mon code de statut de salarié, c'est 02. Alors que pour un employé de bureau, il faudrait du 06. Le statut catégoriel devrait être du 06. Employé personnel de bureau, employé administratif. OK? Donc ce qui ne va pas au niveau de ce dossier-là, cet exemple-là, c'est, ici ma catégorie, au niveau de mon salarié. Donc ça veut dire que dans mon dossier de paye, j'ai une incohérence entre ce que j'applique sur le bulletin et le code métier que j'utilise très certainement. Donc le taux AT, je ne vous apprends rien si je vous dis que ça se passe dans le dossier établissement, que c'est spécifique par établissement. Pour la MSA, il n'y a pas la question de l'import d'un CRM parce qu'à l'heure actuelle, ça n'existe pas, ça n'est pas prévu. L'import des CRM automatiques pour le taux AT est exclusivement prévu pour le cas général, donc l'URSSAF. C'est pas CJ de Quadra qui bloque, c'est que la MSA ne le prévoit pas. OK? Donc on va dans l'onglet 5 tarifs AT. Sur un dossier MSA, si j'ai des employés de bureau, des apprentis et des, dira-t-on, normaux, il me faut 3 lignes au niveau de mon tarif AT. Une première ligne avec donc les périodes, le taux numéro 1, ma période, mon code risque. Le code risque, je vous donnerai accès si vous voulez à la liste où on retrouve ces informations-là. C'est une liste qui est exhaustive, c'est-à-dire que si sur DSN Info, il n'y a pas le code que vous souhaitez, que vous avez reçu, il ne sera pas accepté au niveau de la DSN. D'accord? C'est pas Quadra qui vous bloque, mais vraiment au niveau de la table de référence de la norme DSN, il y a une liste et il ne faut pas en sortir.
Donc cette liste, on la trouve dans table de référence de la norme DSN P23. On descend un petit peu et c'est la première ligne, code risque ATMP, et ça vous ouvre un fichier Excel. S'il veut bien s'ouvrir, il arrive. Donc sur ce fichier Excel, vous avez tous les codes qui sont acceptés au niveau de la DSN pour un code AT. OK. Tout en bas, vous avez tous ceux qui commencent par RA qui sont spécifiques à la MSA. D'accord? Voilà. Donc je vous redonne le lien si vous le souhaitez tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Ne pas enregistrer, non, c'est pas la peine. Donc j'étais dans Quadra. Donc ici, j'ai ma ligne à 2,12. Ma ligne à 2,12, c'est mes apprentis. D'accord? 1,15, c'est mes employés de bureau, il y a la lettre B. 2,37, c'est le taux pour c'est le taux personnel technique classique pour la convention culture spécialisée. D'accord? Donc ça veut dire que sur un dossier MSA, si vous avez ces 3 types de population, vous avez 3 lignes dans votre onglet 5 tarifs AT de votre dossier établissement. Si vous avez 2 établissements, vous avez renseigné les 2 onglets 5 tarifs AT. Ça ne se duplique pas de l'un sur l'autre. OK? Une fois que c'est fait, vous allez dans vos fiches employés. Donc mon salarié 1, ici je vois que c'est un récoltant. D'accord? Un régime agricole, agriculteur et éleveur. Est-ce qu'un agriculteur et éleveur est un personnel de bureau, un employé administratif? A priori, j'en doute, d'accord? Donc ça veut dire qu'ici, au niveau de mon affectation AT, il faut que je lui mette le bon code AT. Ici, ça va correspondre au 3 à 2,37. C'est pas un apprenti, c'est pas un personnel de bureau. Donc je lui affecte le taux AT, on va dire classique. D'accord? Une fois que j'ai fait ça, dans l'onglet là-dessus, ici, j'ai statut catégoriel agriculteur salarié de son exploitation. Ça correspond à mon code INSEE des emplois. D'accord? Donc là, par contre, il faut que je fasse un rappel de trame sur mon bulletin si je veux que ça soit pris en compte correctement. Maintenant, c'est vraiment alors mon deuxième, c'est quoi? Là, je suis sur un non cadre, d'accord? Mon employé, il est non cadre agricole. J'ai utilisé la valeur d'échappement pour ce salarié-là et je l'ai affecté à mon taux AT 1. Alors, le 1, c'est l'apprenti. Est-ce qu'il est apprenti? Quand je vais dans définition de l'emploi 3, il n'est pas apprenti. Donc ma question là, c'est est-ce que c'est un classique ou est-ce que c'est un employé de bureau, un employé administratif? Pour cet exemple, on va dire que c'est un employé administratif. Donc je mets mon code 2 et là, dans mon code INSEE des emplois, je viens utiliser un code INSEE qui dit que c'est un employé administratif. D'accord? En fait, ce qui détermine que c'est un employé administratif pour l'URSSAF, c'est le code INSEE des emplois que vous avez renseigné. Donc ça veut dire que si, c'est pas un code INSEE des emplois, heu, administratif, ça ne peut pas fonctionner. Alors je l'avais noté. En fait, si vous laissez 9 999 là, ça laissera automatiquement ici, je vous montre, le 06. OK? Donc, si sur vos dossiers MSA, vous n'alimentez pas le code INSEE des emplois, dans DASU DSN, ça vous remonte le statut catégoriel 06. Et donc là, la MSA se pose la question, mais pourquoi j'ai un statut catégoriel 06 alors que c'est un récoltant, alors que c'est un, je ne sais pas, apprenti? Parce que souvent, vous n'alimentez pas ici le code INSEE des emplois. OK? Donc MSA, pensez à l'alimenter de manière systématique. J'en ai pas, je l'ai pas noté. On va en prendre un, employé administratif, allez hop, tac. OK? Est-ce que c'est plus clair pour vous? Vous n'hésitez pas, hein. Donc la MSA, je reprends du début, nous a signalé des anomalies. Beaucoup d'entre vous, vous déclarez le code 06 statut catégoriel à tort, alors que ce ne sont pas des employés administratifs de bureau. Donc en fait, ils retrouvent le code statut catégoriel 06, mais en face, c'est pas un taux AT qui correspond à du bureau. Donc c'est pas le 1,15 et un code AT qui termine par B.
Donc, il y a une incohérence pour eux. On a la seconde incohérence, c'est que souvent, vous n'utilisez pas les bons taux. Les bons taux, la MSA prévoit des taux collectifs individualisés. Alors, je vous ai remis une petite liste ici, d'accord? Il y a les taux en vigueur. Donc, si vous voulez, on peut l'ouvrir. Tac. Et en fait, les apprentis, les stagiaires, et cetera, il y a des spécificités pour la MSA. Donc, si vous avez ce type de salarié, il faut faire attention à ce que vous avez renseigné, dans votre, dossier établissement. OK. Et là, il y a les taux moyens. Alors si vous voulez, je peux vous envoyer le lien dans la conversation. Peut-être ça sera plus simple pour vous. Je le mets dans la conversation, normalement, et vous allez le voir. D'accord? Pour récupérer ça. OK? Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là? Donc, si je dois me résumer, si vous avez un employé administratif, ici, à la limite, le code INSEE des emplois, vous pouvez laisser 9 999, c'est la valeur qui sera par défaut, mais qui déclenche le 06. Si par contre, ce ne sont pas des employés administratifs, vous devez impérativement mettre un code des INSEE qui va correspondre à votre population. Un apprenti, on va dire un salarié classique, il faut que ça corresponde au niveau de votre DSN. Si ça ne correspond pas, la MSA va revenir vers vous. OK? Et voilà, il y a pas mal de choses qui ne sont pas remontées correctement. Je vous ai remis différents exemples, comme ça vous avez, si vous le souhaitez. Et le dernier cas, mais ça je pense que c'est plus rare parce qu'au niveau de Quadra, vous avez quand même des blocages qui sont faits, c'est il n'y a pas de taux appliqué sur le bulletin de paie. Donc vérifiez sur votre bulletin, de dossier MSA s'il y a bien un taux appliqué sur le EQ 03, ça doit être le cas général, ouais. EQX3, MSA accident du travail. OK. Donc là, j'ai du 1,15. 1,15, moi, je sais que c'est un employé de bureau. 2,12, là, je sais que c'est un apprenti. OK? Des questions sur cette partie MSA? J'y reviens, hein, si vous avez des questions un peu plus, tac, tac, tac. Bonjour, devons-nous obligatoirement renseigner le code 300 en code Agir Carco? En fait, moi, je prends ici et je prends ce qui est agricole. Donc après, est-ce que c'est obligatoirement le 300? Peut-être voir avec la norme MSA ce qu'ils attendent. Mais on a des catégories, qui correspondent, au régime agricole ici. Voilà. Voilà, ça c'était notre deuxième point. Troisième point, comment installer l'appliqué DSN? Alors, moi, vous allez vite voir pourquoi l'appliqué DSN, je ne l'ai pas. À chaque fois que j'ouvre mon module de DSN, j'ai une petite fenêtre que je suis obligée de fermer et cette petite fenêtre me dit que je n'ai pas installé mon appliqué DSN. OK, alors là, je l'ai fait, voilà, bugger. Je vais vous la remettre à l'écran. L'appliqué DSN, c'est pour la sécurité des échanges. Donc, cette appliquée, elle est mise en place depuis maintenant 2 ans, elle existe depuis 2 ans. Heu, Elle est obligatoire. Vous arrivez encore à envoyer des DSN sans cette appliquée DSN, mais à terme, vous ne pourrez plus le faire. D'accord? Donc c'est pour ça que j'insiste. Bon, hop, le message, il ressemble à ça. Chaque fois que j'ouvre mon module de DSN, j'ai ce message-là. D'accord? Pour continuer à envoyer les DSN via le serveur DSN Link, une action obligatoire doit être effectuée par l'administrateur du compte CJLife de votre entreprise. Installation d'une API. Donc là, les mots importants dans ce que je viens de vous lire, c'est administrateur CJLife. Si vous n'avez pas des droits d'administrateur au niveau de CJLife, vous ne pouvez faire cette manipulation. Donc là, il faut voir avec votre admin CJLife. Au niveau de mon module de DSN, si en bas à droite, ici, là, vous avez une petite clé, ça veut dire que votre appliqué, elle est déjà paramétrée et donc vous n'avez pas à recommencer cette manipulation. Donc la manip, elle n'est pas compliquée. Le plus compliqué, c'est de savoir qui est l'administrateur chez vous. En général, c'est vraiment la question qui vous bloque le plus. Donc je vais vous montrer avec mes identifiants. Hop, ici. Donc je vais sur CJLife, d'accord? Je vais dans administration, gestion des utilisateurs. Alors la page que moi j'ai là, vous ne l'avez pas vous, a priori sur votre, vous allez voir, ça, vous n'avez pas à mettre un code. Moi oui, vous non. OK, ici, je suis obligée. Non, pardon, hein, mais en fait, il y a des infos sur la droite que je ne veux pas diffuser.
Donc je suis obligée de tricher un petit peu avec l'affichage. Voilà. Donc j'entre sur mon compte, d'accord? Ici, je vais dans le, Burger Button, d'accord? C'est les 3 petits points 3 petits traits là, donc en haut à gauche et je vais dans Clé d'appli. Maintenant que je suis comme ça, je peux remettre. Ici, il y a active et révoquer, d'accord? Pour charger ce qui existe, j'utilise ma petite flèche. Donc j'en ai plein qui vont apparaître ici. Donc j'en ai généré plusieurs, d'accord? Moi, je vais révoquer celle-ci parce que je l'ai supprimée pour pouvoir vous refaire la démonstration. Donc je ne vais pas la laisser ici indéfiniment et j'étais la seule à avoir les codes d'accès. Donc forcément, je peux la révoquer sans incidence sur quelqu'un d'autre, d'accord? Donc elle est ici, elle va passer, dans mes révoqués. OK? Donc maintenant, moi, je veux générer une clé inappliquée. Je vais dans active. Active, je viens cliquer sur générer une clé d'API. Ici, je prends le service Cegid Stream. Alors j'insiste, Cegid Stream, d'accord? Parce que sinon, c'est pas le bon service et donc ça ne fonctionne pas. Et là, je dois entrer le nom d'une nouvelle clé. Je ne peux pas réutiliser quelque chose que j'ai déjà utilisé précédemment. Donc, on va utiliser la date du jour. Voilà. Ça, je ne sais que je n'ai jamais utilisé ce nom de clé. Et là, je viens faire générer la clé. Ça me met une API qui est à l'écran. Je ne ferme pas mon écran. J'ouvre ma paye et je vais dans Quadra paramétrage. Quadra paramétrage, petit bouton qui est là. Alors, moi, Quadra paramétrage, j'ai mis un mot de passe à l'ouverture. D'accord? Ce mot de passe, il n'y a que moi qui le connais. Si vous, votre administrateur responsable de la confidentialité vous a également mis un mot de passe, le support Quadra ne pourra pas vous le donner. Ce n'est pas un mot de passe qui est mis par Cegid ou par Quadra. D'accord? C'est un mot de passe qui est mis en place au sein de votre structure pour réduire le droit d'accès à ce Quadra paramétrage. Donc, nous, support, on ne peut pas vous donner ce code. On ne le connaît pas. Une fois que je suis dans le Quadra paramétrage, je vais dans Outils, Appliquer, DSN. D'accord? Si vous, ici, vous avez déjà des éléments et que dans le module de DSN, vous avez la petite clé, vous ne recommencez rien. Vous laissez comme ça. Il n'y a pas besoin de renouveler votre appliqué. Donc, je reviens sur ma page ici. Au bout de votre clé d'appli, j'appuie sur le petit bouton là. Tac. Je viens ici et je fais CTRL-V. Je fais pareil sur mon secret. Tac. Et je fais CTRL-V. OK? Ma clé, là, si je veux la conserver, si je veux pouvoir revoir les codes, je la stocke sur un bloc-notes. Je fais un copier-coller sur un bloc-notes, sur un Word, sur un fichier que vous avez en votre possession, que vous pouvez sécuriser et que vous allez conserver. D'accord? Parce que du moment où je vais avoir cliqué sur terminer, ça n'apparaîtra plus. Donc moi, je vais terminer. Ici, je viens et je fais sauver. Vous avez vu, la petite fenêtre s'est fermée, pas de souci. Je peux faire mes quadras paramétrages et là, je réouvre mon module de DSN. C'est instantané. Donc les erreurs les plus fréquentes qu'on a sur cette clé d'appliquer DSN, c'est j'utilise pas le bon service, donc vous n'utilisez pas Cegid Stream, d'accord? Ou je ne suis pas administrateur Cegid Life et donc je ne peux pas accéder au service d'appliquer. C'est les 2 blocages que vous avez le plus souvent. Et là, je viens de rouvrir mon module de DSN et vous voyez ma petite clé, elle est en bas, appliquer présente. Quand je viens en dessus en surbrillance, appliquer présente, donc j'ai pas de souci. Mon appliqué est installé. Donc vous avez vu, c'est quelque chose, si vous ne l'avez pas déjà fait, c'est très simple. D'accord? Si vous n'avez pas le service Cegid Stream, au niveau de QuadraPay, du Customer Care QuadraPay, ça va pas être de notre ressort. Je vous invite à faire une demande au niveau du service relation client. C'est une question de contrat et de parc. OK? Donc la clé, si vous l'avez ou pas, c'est en bas à droite du module de DSN. On va réouvrir la DSN dans quelques instants, donc je vais vous remontrer. Voilà. Si vous n'avez pas le service, contactez le service relation client. D'accord? Voilà. 4e point que je vais aborder avec vous, comment regrouper les libellés utilisateurs sur le bulletin clarifié? Alors, effectivement, vous allez vous dire: «Mais qu'est-ce que c'est que ce sujet?» On a beaucoup de questions en ce moment sur ça, donc pourquoi pas?
Le bulletin clarifié, je vais vous redonner les paramétrages obligatoires pour le mettre en place. On va changer de dossier parce que celui-ci, MSA, c'est pas la meilleure des mots. Donc le bulletin clarifié, je vous apprends rien si je vous dis que toutes les rubriques de cotisation ne sont normalement plus visibles sur le bulletin de paye. Il doit y avoir des regroupements par type de base, par type de cotisation, santé, accident de travail, maladie, retraite, etc., pour que ce soit plus lisible pour le salarié. OK. Au niveau paramétrage, dans QuadraPay, on va aller dans paramétrage, constante entreprise, édition de bulletin. Ici, vous devez cocher, regrouper les libellés par base. Sinon, le bulletin clarifié ne fonctionnera pas. D'accord? Édition, regrouper les libellés par base. Ça, premier paramétrage obligatoire. Après, on va dans bulletin, édition. Hop. On vient ici dans type de modèle, liste des nouveaux modèles. Le bulletin clarifié 2022, ce sont les modèles D, E, F, G, H. D'accord? À l'heure actuelle. En sachant que forcément, il va y avoir une évolution sur l'été, hein, avec cette rubrique net sociale. D'accord? Donc là, je vous donne les bulletins clarifiés valables en ce moment au mois de juin. Donc si je veux utiliser un bulletin clarifié, j'utilise un modèle 2022 parce qu'il répond aux normes 2022. Si vous avez un dossier transport, vous prenez le transport. Si vous avez un dossier qui est géré en conventionnel, vous prenez un masque en conventionnel. Ici, je fais fermer. Là. Et ici, il faut que j'ai la coche bulletin clarifié. Si je n'ai pas la coche bulletin clarifié, ça ne fonctionne pas. Et depuis quelques mises à jour, vous avez un petit message qui apparaît en vous disant que pour l'édition, vous n'avez pas activé le clarifié. OK? Voilà. Donc, bulletin clarifié, on fait fermer. Ça, c'est une chose. Ça permet l'édition en clarifié de nos bulletins de paye, qui, a priori, quand même, est une obligation depuis quelques années. Voilà. Maintenant, comment je regroupe? Quadra, nous, tous nos libellés, ils sont regroupés les uns avec les autres, avec les regroupements. OK, jusque-là, tout va bien. Ça se passe dans plan de paye type Quadratus, édition du paramétrage. Non, c'est pas ça, si. Du paramétrage BP clarifié. Et là, vous avez tout ce que Quadra a fait. Donc, dans le Q100 qui est le santé, on trouve les deux sous-groupes, Q101, Q102. Et dans ces sous-groupes-là, on a tous ces libellés-là qui, s'ils sont présents sur le bulletin, se regrouperont dans le Q100, Q101. OK, ça, c'est ce que Quadra a prévu. Maintenant, entre ce que Quadra prévoit et ce que vous, des fois, vous avez besoin, il peut y avoir un delta. Donc, on change de menu. On ferme le menu Quadra, on va dans le menu utilisateur. Paramétrage, 5, regroupement des libellés à l'édition. Vous allez vous dire, même fenêtre. Oui, presque. Ici, donc, je retrouve mon paramétrage de base Quadra, mais par exemple, parce que c'est l'exemple que j'ai eu il n'y a pas si longtemps en web assistance, il me semble, sur la taxe sur les salaires, on m'a dit la taxe sur les salaires n'est pas regroupée en bulletin clarifié. Alors, je me suis renseignée. En fait, la taxe sur les salaires, il n'y a pas une obligation de regroupement. Donc, Quadra n'a pas regroupé par défaut, mais vous pouvez le faire. Donc, on va se placer dans le Q600. Q600. On va tout en bas. Tac. Vous voyez, je n'ai pas accès à ma dernière ligne. Je me mets en modification. Alors là, je suis en visualisation. Vous allez voir, je me mets en modification. Je fais CTRL-M. Le petit mot, là, il n'a pas changé. C'est un défaut d'affichage qui a été remonté au niveau de notre service développement, mais je suis bien en modif parce qu'ici, j'arrive à accéder à ma case. D'accord? Donc, je me mets sur le Q600, Q600. Hop. Et là, tout en bas, je peux venir ajouter, quand je fais F4, des libellés. Donc, je vais ajouter mes libellés de taxes sur les salaires. Alors, bien sûr, ça marche. Je me suis trompée de case, tout va bien. EQT0. Hop. Et je peux ajouter les suivants. D'accord? Donc là, c'est si moi je veux regrouper ma taxe sur les salaires. Si par contre, vous voulez aussi regrouper des libellés de mutuelles que vous avez pu créer, vous voyez, là j'ai sauvegardé et le mot modification, il est venu. Donc c'est vraiment avant la première sauvegarde qu'il n'apparaît pas. Bon. Donc derrière ça, je veux mettre de la mutuelle quelque part. Je ne sais plus où je les mets, mais santé certainement, complémentaire, voilà. Tac. Moi, j'ai créé un libellé de mutuelle, et bien je viens le mettre, si je veux qu'il soit regroupé sur mon bulletin, dans le bon regroupement. OK? Je sauvegarde, je ferme. Si mince, je me suis trompée, en fait, il ne faut pas que je regroupe certains de mes libellés, ou mince, Quadra regroupe ça, mais moi je veux pas, je veux qu'il apparaisse à part. On revient dans le menu côté utilisateur
Et ici, on peut venir dire le EQ01, je ne veux pas qu'il soit regroupé. Je me mets dessus, je fais supr. Je confirme par A. Mon EQ01, il n'est plus regroupé. Vous voyez la petite croix rouge tout en bas là? Ça veut dire que lui, il apparaîtra de manière distincte sur mon bulletin de paie. Si par contre, c'est un paramétrage que moi, je viens d'ajouter, tout en bas, là, le fait de faire supr et A, mon EFRA, il a complètement disparu. Donc, un libellé quadrat, si vous voulez le dégrouper, vous faites supr dessus, tac, et tac. Il apparaît tout en bas avec une croix rouge, il ne disparaît pas complètement. Un libellé utilisateur, si vous voulez le dégrouper, je ne sais pas trop si ça se dit, mais comprenez l'idée générale. Là, vous le supprimez directement, il disparaît du regroupement. Une question va arriver, je la connais. Oui, mais moi, je veux pouvoir faire des contrôles avec tous les libellés en version non clarifiée. Mais quand j'édite mon bulletin, j'ai toujours des libellés qui n'apparaissent pas. OK. En fait, si vous voulez pas faire de clarifié, mais pas faire de clarifié du tout, il faut que vous enleviez tous les paramétrages qui sont ceux du clarifié. Le fait d'enlever uniquement ici, bulletin clarifié, effectivement, si vous avez que des libellés quadrats, il n'y aura pas de souci, mais si vous avez des libellés utilisateurs, il faut également venir décocher dans Constante entreprise, regrouper les libellés par base. Si vous voulez du non clarifié vraiment. Voilà. Peut-on créer une rubrique de regroupement non prévue par Quadra? Oui, vous avez totalement la main. Effectivement, moi, je vous ai montré que la dernière colonne, mais si vous voulez rajouter quelque chose, alors on va prendre un exemple, hein, Q803, je sais pas, test web. OK, code regroupement, je ne sais plus. Je sais plus ce qu'il fallait là. Voilà, vous pouvez vraiment rajouter, tout ce que vous voulez, rajouter un regroupement qui vous est propre. Il y a pas de souci. Alors après, est-ce que c'est en conformité avec les attentes et la réglementation du bulletin clarifié? Je vous laisse, vérifier, hein, si vous le souhaitez. Parce que c'est quand même bien réglementé, cette petite chose. Pour la taxe sur les salaires, a priori, c'est le Q600, d'après ce qu'on m'a indiqué récemment. OK, est-ce que vous avez d'autres questions à ce niveau-là? On y revient après. Enfin, s'il y en a d'autres, on y revient, mais voilà. Dernier point dont je vais vous faire part, c'est le petit point actualité. Le petit point actualité, c'est, il y a une mise à jour qui va sortir incessamment sous peu. Donc, je vous ai mis quelques petites avances. On aura la possibilité à partir de la prochaine mise à jour du module de DSN, donc livraison rapidement, de pouvoir régulariser les déductions, de la taxe d'apprentissage. Je parle bien des déductions. Donc les déductions, c'est ce que vous avez pu saisir dans le menu outils, aide assistant au dossier. Non, attendez, je le cherche à chaque fois. Module, TA des déclarations annuelles des déductions. Donc ça, c'est les déductions à la taxe d'apprentissage. Ça, les codes 77-78. Il y a eu des erreurs. Il y a eu trop de déductions par rapport au montant du solde de la TA. Donc, vous avez des régularisations à faire. Si vous êtes dans ce cas de figure où vous devez régulariser les 77 et 78, à partir de la prochaine mise à jour, ce sera possible. On a des demandes qui sont comment régulariser complètement le solde de la TA, parce que vous n'aviez pas le dossier l'année dernière en gestion sur QuadraPay et vous avez oublié d'aller le saisir manuellement dans les cotisations établissements. Là, ça va arriver sur un prochain développement. OK. On a aussi beaucoup de questions en ce moment sur les OPCO en DSN et notamment mobilité, l'OPCO mobilité, les agences de voyage, a priori, tout ce qui est voyage. L'OPCO mobilité réclame que dans la DSN, le bloc de l'OPCO soit alimenté. Sauf que ça ne correspond pas du tout aux attentes faites par la norme DSN et par l'URSSAF. Donc, je suis en train d'ouvrir une DSN. Je vous ai remis quelques liens à toute fin utile qui disent bien que pour les établissements ne relevant pas d'une convention nationale ou d'un accord de branche sur la formation, le rattachement à un opérateur de compétences doit s'effectuer en fonction de l'activité principale. D'accord. Pour les établissements ne relevant d'aucun IDCC, donc ça veut dire qu'il y a 4 codes qui correspondent. 5501, convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé non précisé. 5100, statut divers ou inconnu.
99,98 ou 99,99 en l'absence de convention collective. Si vous utilisez un de ces 4 codes de convention collective dans votre dossier établissement, effectivement, vous devez indiquer votre OPCO de rattachement. Cet OPCO de rattachement, vous irez dans Paramétrage, Dossier établissement. Alors, on va le simuler. Ne faites pas ça sur vos vrais dossiers, hein. Hop, je sauvegarde et je vais dans l'onglet 10 divers 3. Là, j'accède à ma case, d'accord? Mais parce que j'ai paramétré un des 4 codes de convention collective qui m'oblige à renseigner mon OPCO de rattachement. Pour toutes les autres conventions collectives, cette case OPCO de rattachement est grisée et n'est pas accessible. Parce qu'au niveau des attentes de l'URSSAF et des attentes de la norme DSN, c'est le code de convention collective qui va venir vous rattacher à votre OPCO. D'accord? Donc, je vous ai mis un lien sur le site de l'URSSAF parce qu'on a eu beaucoup de courriers de OPCO mobilité par rapport à ça. Mais voilà. Comment connaître son OPCO? Comment Quelles sont les règles de rattachement d'une entreprise à une convention collective? Alors attendez, c'est pas celui-là. Que se passe-t-il en cas de mauvaise déclaration de rattachement adhésion à un OPCO? L'IDCC ou l'OPCO déclaré par l'entreprise pour ces établissements doit être en cohérence avec son champ territorial et son champ d'activité. En cas de mauvaise déclaration de rattachement au regard de ces critères, vous serez averti par les OPCO pour procéder à une modification. Mais on parle bien d'IDCC ou d'OPCO. Et l'IDCC, c'est ce que vous déclarez, d'accord? C'est votre convention collective. L'OPCO, c'est uniquement si vous êtes dans un des cas où on a une absence ou une méconnaissance de convention collective, on a utilisé un de ces 4 codes-là, alors là, oui, vous devez remplir le code 11023 de la DSN. Mais si vous n'êtes pas sur un de ces 4 codes de convention collective, non, le 11023 n'est pas à remplir. Si vous avez des courriers d'OPCO Mobilité, je sais que c'est pas ce qu'ils vous disent, je sais que c'est pas ce qu'ils affirment, mais vraiment la norme, on a vérifié la norme DSN, hein, voilà. OK? Ça et après le dernier point, ça va arriver, c'est déjà pour une part à livrer, c'est, le calcul des absences avec la répartition du temps de travail. Je pense que vous avez dû voir dans les dernières mises à jour que, quand vous aviez des heures supplémentaires structurales sur vos bulletins de paye et que vous aviez mis en place de la répartition d'activités, il y avait un calcul automatique des heures supplémentaires qui se faisait, ce qui n'était pas le cas précédemment. Donc je vous montre, rapidement au niveau, de notre DSN. Paramétrage, dossier établissement. Onglet allègement et 35 heures. Ici, j'ai activé la gestion de la répartition du temps de travail. Cette gestion de répartition du temps de travail, c'est au niveau de l'entreprise, d'accord? Ça permet d'identifier les jours normalement travaillés dans l'entreprise. Donc ce paramétrage-là, il est important pour le calcul de la prise de congés payés, d'accord? Par contre, pour le calcul au niveau de mes absences, j'ai besoin, absence hors congés payés, j'ai besoin que ce paramétrage-là, il soit fait et qu'il soit cohérent. Donc c'est-à-dire qu'ici, j'ai renseigné 5 fois 7, 35, d'accord? Ça correspond à l'onglet 4 paye, mais 151,67 h. Si par contre ici, je mets 169 et que ma répartition d'activité, elle n'est pas cohérente, j'ai un message. Ça me dit que ma répartition de temps de travail, elle est incohérente avec ma durée mensuelle de l'établissement. Donc ça, c'est un message qui existe déjà, que vous avez déjà dû voir si vous avez mis en place de la répartition de temps de travail. Donc le dossier établissement, paramétrage obligatoire. On va aller dans une fiche employé. Donc moi, mon employé, il a un contrat à 39 heures. Donc je vais dans salaire ici, 151,67 et 17,33. Donc je ne peux pas dire qu'il a une répartition d'activité qui est celle de mon dossier établissement. Il a 39 heures. Donc ici, dans répartition du temps de travail, j'ai coché oui et j'ai renseigné sa répartition spécifique à lui-même. D'accord? Valeur du dossier, vous laissez la valeur du dossier si ce que vous avez mis dans le dossier établissement correspond à ce que votre salarié travaille réellement. OK? Donc ça, c'est pareil. Si mon paramétrage est incohérent avec ce que j'ai mis de l'autre côté, j'ai un message. La répartition d'activité est incohérente avec la durée contractuelle. Ah oui, alors là, attendez, on va aller remettre une réconvention collective, sinon on ne pourra pas avancer. Tac.
Je ne sais plus ce que j'avais, mais c'est pas très grave. Voilà. Donc là, j'ai renseigné, vous avez vu, c'est cohérent. Donc sur mon dossier établissement, j'ai une cohérence entre l'onglet 4 payes et ma répartition du temps de travail. Sur ma fiche employée, j'ai une cohérence entre l'onglet salaire et ici ma répartition du temps de travail. Et jusqu'à présent, j'avais que ces 2 messages d'erreur qui pouvaient apparaître, qui pouvaient m'indiquer que j'ai un mauvais paramétrage. À partir de la prochaine mise à jour, il y a 2 messages qui vont se rajouter. En fait, qui vont vous dire: «Attention, vous avez paramétré une répartition du temps de travail dans la fiche employée, mais vous n'avez pas fait le paramétrage dans le dossier établissement». Il faut le faire, d'accord? Et le deuxième message, c'est: «J'ai un dossier depuis toujours et là, sur ce salarié, aujourd'hui, je me remplis la répartition du temps de travail, alors que je ne l'ai paramétré sur aucun autre depuis jamais». Et bah, là, ça vient vous dire: «Attention, vous venez de paramétrer la répartition de temps de travail sur un salarié, pensez à faire votre dossier établissement également». D'accord? Il faut que les 2 fonctionnent, enfin, il faut que les 2 soient paramétrés pour que ça fonctionne correctement après en saisie de bulletin. Donc là, moi, j'ai fait mon paramétrage. Je prends mon salarié. Alors, je lui ai mis une absence. Je lui ai déjà mis une absence du 17 au 20. D'accord? 17 au 20 mai, parce que je suis sur mai. Donc 17 au 20 mai, c'était mercredi, jeudi, vendredi. OK? Si je regarde sa fiche, mercredi, jeudi, vendredi, 5 heures, 10 heures, 9 heures. Donc 19, 24 heures. OK? Quand je saisis, je viens sur mon absence. Ça me calcule bien mes 24 heures. D'accord? J'ai pas de, enfin, c'est mes jours calendaires et je fais pas de maintien. Je n'ai aucune rémunération pour mon salarié sur ces jours-là. OK, je valide ma fenêtre d'arrêt de travail. Je dis OK. OK. Ici, mon absence s'est calculée avec 21h54 d'heures normales et 2h46 d'heures structurelles, d'heures supplémentaires en déduction. Comment j'obtiens mes 2h46? En fait, je prends, le temps de travail de mon salarié sur la semaine. Donc là, moi, j'avais 39 heures. 39 heures moins mon légal, 35 heures. Donc ça veut dire que j'ai 4 heures par semaine qui sont des heures supplémentaires. OK? Mon salarié, il est absent 24 heures sur 39. Ce qui me fait un coefficient à 0,61, 53, 8, 46, enfin, il y a un arrondi, d'accord? Je prends ce coefficient et je multiplie par 4. Ça me fait donc ce coefficient me permet de calculer la proportion de mes heures supplémentaires d'absence à déduire. Et donc là, j'ai 2,46 automatiquement pour 21h54 en heure normale. D'accord? Si vous n'êtes pas d'accord avec le calcul, parce que vous, ce n'est pas votre méthode de calcul par rapport aux différentes qui existent, vous pouvez forcer le montant. Il n'y a pas de souci. Par contre, le calcul quadrat, c'est celui-ci. OK? J'ai fait le test en mettant des absences à cheval sur une même semaine entre un mois puis un autre. Le fait de calculer le coefficient fait qu'à la fin, je n'ai pas déduit plus de 4 heures d'heures supplémentaires. Ou en tout cas, je suis arrivée jusqu'aux 4 heures. OK? Voilà. Je reprends mon bout de support. Je crois que je vous ai tout dit. Voilà. Avez-vous des questions? Si vous avez des questions, on y répond. Pour ceux qui vont se déconnecter, je vous souhaite une bonne journée, une bonne continuation. À très bientôt pour une prochaine, soit web assistance, soit projet de cet été. Vous allez recevoir des informations sous peu. Et puis en espérant que cette session vous